Conakry, 1er août 2022. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Le Premier ministre par intérim, ministre du Commerce, a échangé cet après-midi avec le ministre de la Justice au centre de discussion faciliter l'exécution des budgets des départements ministériels. Comment soulager les consommateurs des services de la téléphonie et de l'Internet en Guinée? La question préoccupe l'ARPT. Un audit vient d'être lancé à cet effet. Il sera réalisé par un cabinet international. Les consommateurs apprécieront. Au sommaire encore, un jeune artiste et sculpteur fait la fierté de la Guinée à l'international. Sidik Bassilimé vient de décrocher 4 prix au concours des meilleurs sculpteurs à Dakar et en Russie. Vous allez le découvrir dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, le groupe G5 a échangé ce matin avec le ministre des Affaires étrangères. Ce groupe, composé de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis, des Nations unies et de la France, a présenté officiellement ses excuses au gouvernement guinéen suite à la publication d'un communiqué sur les réseaux sociaux. Par la même occasion, le G5 a réitéré son engagement à soutenir le processus de transition en cours dans notre pays. Makemed Donzo a suivi la rencontre. Regardez. Après les dernières manifestations, le G5, un groupe composé par les représentants des Nations Unies, de l'Union européenne, des États-Unis, de la France et de la CEDEAO, a publié un communiqué sur les réseaux sociaux. L'objectif de cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et ses diplomates est de rappeler l'orthodoxie diplomatique dans ce genre de situation. Les émissaires du G5 ont reconnu la maladresse et présenté des excuses au gouvernement guinéen. Nous avons compris très clairement le message qui nous a passé et rassuré le ministre et le gouvernement guinéen de ce que les Nations Unies sont là pour accompagner le processus de transition en Guinée dans le cadre stratégique défini par le gouvernement. Mais au-delà des Nations Unies, le G5, tout le groupe du G5. Dans ce communiqué, il y a des choses qu'il faut préciser. Et cette fois-ci, à l'attention de la communauté internationale. Quand on parle de l'enquête, faire une enquête, j'insiste sur le fait que ce n'est pas à ce gouvernement qu'on demande une enquête. Pour la seule fois, la première fois qu'il y a eu mort d'homme ici, pendant une manifestation, et que l'on ait identifier la personne qui a tué et condamner cette personne, c'est au temps du colonel Mamadi Doumbouya. Et le procureur Charles Wright l'a fait, tout le monde a applaudi. On n'apprend pas à un État souverain, on ne lui dit pas de faire une enquête, c'est son rôle de faire une enquête. Donc ça n'avait pas lieu d'être. Et aussi les forces létales, on a parlé aussi de l'armée, de la gendarmerie et tout. Alors il faut savoir aussi que j'ai insisté auprès de nos partenaires pour dire que quand on sort, quand on réquisitionne les forces, c'est qu'il y a une graduation. Quand la police est débordée, on fait appel à la gendarmerie. Quand la gendarmerie est débordée, on fait appel à l'armée. Plusieurs fois, on a vu l'armée dans les aéroports de Paris, de Bruxelles, avec des armes létales dans les aéroports. On les voit. Pourquoi? Ce n'est pas pour tuer, c'est pour protéger les gens. Donc nous aussi, quand nous sortons notre armée, ce n'est pas pour tuer, c'est pour protéger. Voilà ce qu'on veut dire. Et j'ai insisté sur le fait que ce sont eux qui ont formé nos armées. Ils ne les ont pas formés pour tuer, ils les ont formés pour protéger la vie et l'intégrité. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger rappelle les efforts du chef de l'État de conduire une transition apaisée et indique qu'il est du devoir des partenaires de partager cette préoccupation. Nous tous, nous devons travailler à apaiser ce pays. Et nous devons, et le gouvernement, et les partenaires, nous devons tout faire pour ne pas se laisser manipuler. Parce qu'il y a des forces qui manipulent. Et j'ai insisté sur le fait aussi que nous avons des canaux, comme ce matin, habituels de discussion avec nos partenaires, et qui sont accrédités auprès du gouvernement guinéen. Ces hauts cadres, ces hautes personnalités ne sont pas accrédités auprès de Facebook. Ils sont accrédités auprès du gouvernement guinéen. Et nous ne voulons pas que les réseaux sociaux prennent en otage nos relations.
Donc on s'est compris et je pense que ça s'est très bien passé et j'ai eu un message personnel pour le chef de l'État que je vais lui transmettre. Le G5 s'engage à œuvrer au renforcement des relations de coopération avec la Guinée, ce dont se réjouit le chef de la diplomatie guinéenne. Quelle stratégie à mettre en œuvre pour accélérer l'exécution des budgets des départements ministériels? C'est pour répondre à cette préoccupation que le Premier ministre par intérim s'est rendu au ministère de la Justice pour faire le point de l'exécution des budgets d'investissement et du processus de passation des marchés en cours. Reportage Sankoumba Doukouré, Tierno Younosaba. C'est en exécution des recommandations du Conseil des ministres que le Premier ministre par intérim a lancé ce lundi le diagnostic des budgets des différents départements ministériels. Il s'agit de s'assurer du niveau d'exécution du budget au 8e mois de l'année en vue de trouver des solutions rapides devant surmonter les difficultés liées à cet exercice. Pour que ce comité-là vienne dans chaque département pour évaluer l'exécution des budgets. Et quel type de budget? C'est le budget sur les investissements, pour voir quelles sont les difficultés que chaque ministère rencontre sur le terrain, voir pourquoi ils n'arrivent pas à exécuter de façon convenable et leur budget. L'objectif véritablement, c'est pour accompagner tous les départements sectoriels à être dynamiques dans l'exécution de leur budget. Le programme va toucher tous les ministères. Le département de la justice a constitué la première étape. Ici, la rencontre a permis de faire le point de la situation du budget d'investissement. L'objectif du président de la transition, c'est de se déplacer comme nous l'avons fait pendant l'immersion. Nous sommes allés sur le terrain pour nous enquérir des préoccupations des populations à la base des administrations déconcentrées. Nous faisons la tournée dans les administrations centrales pour savoir au niveau économique et budgétaire quelles sont les principales difficultés que ces administrations rencontrent pour que les dépenses soient exécutées au bénéfice des populations guinéennes. Monsieur le président de la transition, il n'a pas manqué de rappeler à tous les départements ministériels la mise au point d'un certain nombre de mécanismes visant à expliquer de manière claire au niveau budgétaire quelles sont nos difficultés réelles par rapport à l'investissement. Nous, on veut réaliser des infrastructures routières pour accéder à des prisons. Nous voulons réaliser des infrastructures pénitentiaires pour accueillir des personnes détenues. Nous voulons investir également, vous avez vu, dans les juridictions au niveau de la zone de Conakry, nous sommes en location. On ne peut pas continuer à occuper les bâtiments privés pour dire que nous allons être à la hauteur des attentes du peuple. Il faut que la justice soit dotée de moyens. L'objectif est d'apporter des outils nécessaires à tous les ministères en vue d'améliorer le processus de passation des marchés publics. Voilà, puisqu'on parle de la justice à présent, nous vous invitons à suivre cet important communiqué du parquet général à Conakry. Mohamed Lamine Diallo est l'avocat général que nous recevons en direct dans ce journal. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Communiqué du parquet général sur les événements survenus le 28 et 29 juillet 2022 relatifs à la manifestation interdite du FNDC. La cellule de communication du parquet général, près la cour d'appel de Conakry, informe l'opinion publique nationale et internationale sur l'évolution des enquêtes et des procédures relatives à la manifestation interdite du FNDC. Le parquet général informe que suivant instruction écrite au procureur de la République près les tribunaux de première instance de Conakry, de Koya et de Dibreka, d'engager des poursuites judiciaires contre les organisateurs et les participants à la manifestation interdite du 28 juillet 2022. À la suite de la saisine de la Direction centrale des investigations judiciaires, il a été procédé à l'interpellation des principaux organisateurs de la manifestation pour des besoins d'enquête, notamment Oumar Silla Fonike Mengue, coordinateur national du FNDC, Ibrahima Diallo, chargé des opérations du FNDC, Saikou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines. Ces personnes ont été inculpées
est placé en détention provisoire. En outre, le parquet général informe que relativement à ces instructions, les parquets de Dixine, de Mafankou et du tribunal pour enfants de Conakry ont enregistré plusieurs procès-verbaux qui ont reçu une orientation conséquente, à savoir parquet près le tribunal de première instance de Dixine, 20 personnes déférées, dont 6 procès-verbaux provenant des unités d'enquête des commissariats de police de Sonfonia, de Kapororaï, de Matam, de Nongo et de la direction centrale de police judiciaire. Parquet près le tribunal de première instance de Mafankou, un procès verbal déférant une personne suspecte transmis par le commissariat central de police de Bessia. Parquet près le tribunal de première instance de Dibreka, 3 procès-verbaux, dont 2 transmis par le commissariat central de Dibreka et un procès-verbal de la compagnie gendarmerie nationale de Dibreka, soit un total de 11 mises en cause déférées. Parquet près le tribunal de première instance de Koya, un procès-verbal comportant 2 mineurs et 3 majeurs déférés par la gendarmerie nationale de Kountianor T10. Parquet spécial près le tribunal pour enfants de Conakry, 80 personnes déférées des commissariats centraux de police et des brigades de gendarmerie de Matam, Sonfonia et Kipi. Le parquet général près la cour d'appel de Conakry informe également que ces malheureux événements ont enregistré 5 de ces suspects dont les corps sont suivis à réquisition du parquet du tribunal de première instance de Dixine, admis à la morgue Ignace Dine pour des fins d'autopsie pour déterminer les vraies causes de la mort. Il s'agit de, je cite, Abdoulaye Bari, âgé de 58 ans, cuisinier domicilié à Sangoya. Mamadou Bella Bari, âgé de 18 ans, boulanger domicilié à Kakibo. Amadou Kamara, âgé de 17 ans, élève domicilié à Dar es Salaam. Lamarana Diallo, sans autre renseignement complémentaire, et une 5e personne non encore identifiée. En attendant les résultats de l'autopsie, le parquet général près la cour d'appel de Conakry, à raison des circonstances des faits, a instruit le procureur de la République près le TPI de Dixine, suivant courrier numéro 985-PG-CA-C 2022, en date du 1er août courant, de procéder sans délai à l'ouverture d'enquêtes préliminaires contre X en vue d'identifier les présumés auteurs des infractions de meurtre, coups et blessures volontaires, de pillage et d'incendie volontaire. Le parquet invite toute personne d'apporter son concours au témoignage au parquet compétent pour la manifestation de la vérité, ce conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le parquet général, tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées, invite les parents, les amis et les alliés à la retenue et promet de communiquer aux besoins par le procureur de la République compétent sur les résultats de l'autopsie et la suite de la procédure conformément à l'article 8, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Conakry, le 1er août 2022, le parquet général. Merci pour votre aimable attention. Merci, Maître. L'autre temps fort de cette édition, à la découverte du BSPP, Bureau de suivi des priorités présidentielles, et une des structures créées par le CNRD. Sa mission, rétablir la confiance entre les gouvernants et la population en veillant sur l'exécution correcte des projets et programmes publics. À ce jour, le pays compte de nombreux chantiers en cours. Ce soir, nous vous faisons découvrir ce service stratégique rattaché à la présidence de la République. Ensuite, Madi Camara, reportage. Promettre et réaliser constitue des mots chers au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ces promesses sont pour l'homme des priorités absolues pour satisfaire les nombreux besoins du peuple qu'il sert avec vertu. Le respect des engagements
est l'une des qualités des autorités de la transition. C'est pourquoi, au lendemain du 5 septembre 2021, parmi les premières structures créées par le CNRD figure le Bureau de suivi des priorités présidentielles, BSPP. Le décret de création date de novembre 2021. La vision du président de la transition était de restaurer la confiance en les pouvoirs publics. Donc de permettre une reconstruction de notre société, de l'administration publique, afin d'amorcer un développement inclusif vrai. Donc sa volonté était du passé. Le slogan que nous avons, c'est du dire au faire. Donc plutôt que toutes les promesses qui ont été faites aujourd'hui, de les concrétiser. Et donc pour cela, il avait demandé un programme d'action qui pouvait permettre de rattraper un peu les retards que nous avons acquis en termes de développement dans le pays. Par exemple, quand vous avez programmé un hôpital ou une route dans votre programme, il ne suffit pas tout simplement de déléguer l'exécution de cette route, mais il faut être là pour s'assurer que toutes les étapes de construction de cette route ou de cet hôpital sont respectées dans la qualité et dans les délais et avec les ressources qui sont imparties. Que de projets et programmes fictifs dans un passé récent, que de chantiers non ou mal exécutés, que de promesses non tenues par des autorités d'alors. La liste est longue. Il est donc question de rompre avec ces pratiques anciennes, peu productives et qui ont constitué des handicaps majeurs dans la formulation, l'exécution, le suivi et l'évaluation des projets et programmes publics. C'est de mettre en place ce mécanisme de suivi, qui est un mécanisme de suivi continu, qui est adossé à un tableau de bord, donc un système informatisé, pour lequel les décideurs auront les informations en temps réel. Ça permet de prendre des décisions rapidement, de manière proactive, de savoir là où il y a un défi, une contrainte pour le régler rapidement, plutôt que d'attendre les supervisions normales et nous retrouver avec un backlog, comme on dit, de problèmes. Le deuxième, c'est de nous assurer qu'effectivement, quand un projet ou un programme est programmé, du moins, il est financé. Donc, que l'on ne met pas dans les programmes de travail des activités qui n'ont pas de financement ou qui n'ont pas été bien programmées au départ. Évaluer la mise en œuvre des programmes prioritaires, bien entendu. Pour pouvoir choisir les programmes prioritaires, il faut déjà regarder à l'ensemble des programmes et voir lesquels peuvent être portés par le président. Donc pouvoir aider aussi à mobiliser les ressources nécessaires pour le programme présidentiel. Le bureau de suivi des priorités présidentielles est parmi les 11 services spéciaux directement rattachés à la présidence de la République. Il est opérationnel grâce à l'expertise de 30 personnes. Le BSPP bénéficie également de l'assistance technique de 4 bureaux d'études et d'un pôle de consultants individuels. Sans se substituer aux autres structures sectorielles de contrôle et de suivi des actions publiques, le BSPP les accompagne à obtenir des performances dans une gestion axée sur les résultats. Nous ne sommes pas là pour exécuter. Nous ne sommes ni maîtres d'œuvre ni maîtres d'ouvrage. Nous ne sommes pas entreprise, nous ne sommes pas mission de contrôle. Ce que nous sommes, c'est que nous sommes un œil indépendant et un œil avisé qui peut aider à regarder les choses de manière cohérente. Souvent, le ministère est pris dans le cambouis, comme on dit. Donc, il y a certaines choses qui échappent parce que tout le monde est prêt et dans l'exécution. Donc, nous allons aider les BSPP, les renforcer à ce qu'il puisse y avoir aussi le suivi. Et comme je dis, le suivi, c'est différent de la supervision. La supervision, elle est ponctuelle. On va sur le terrain, on regarde ce qui se passe au jour T et on dit voilà ce qu'on a trouvé. Le suivi, c'est continu. Tous les jours, comment ça se passe, quels sont les défis et remonter l'information pour que très rapidement les décisions soient prises pour évacuer ces défis-là. Un atelier de 3 jours a officiellement lancé les activités du bureau de suivi des priorités présidentielles le 13 juillet 2022. Des moments de partage entre le BSPP, des départements sectoriels et des partenaires techniques et financiers.
Dossier santé dans ce journal, les travaux du comité technique de coordination de la santé viennent de prendre fin à Kindia. Durant 5 jours, les acteurs de la santé ont passé en revue les activités réalisées au premier trimestre 2022. Des discussions ont permis de tirer des grands enseignements qui vont permettre d'atteindre les objectifs fixés par le département en charge de la santé. Mohamed Pati Kamara, ça un marathon de reportage. Réunis pour 5 jours, les acteurs de la santé ont passé en revue toutes les activités réalisées pendant le premier semestre 2022. Des échanges qui ont permis de tirer plusieurs leçons. La première leçon à retenir, c'est que avec les changements intervenus au niveau des directions préfectorales et régionales, nous avons actuellement des équipes très engagées, très motivées pour atteindre les principaux résultats. La deuxième leçon, c'est que nos partenaires techniques et financiers sont résolument engagés aux côtés du ministère de la Santé pour cet accompagnement en vue de l'amélioration de la santé de la population de façon globale. Cet essai nous a permis aussi d'améliorer le dialogue et la cohésion entre les différents niveaux de la pyramide sanitaire, aussi bien le niveau central que le niveau déconcentré. C'est vrai qu'on travaillait très bien sur le terrain, mais ça nous a aidé encore à nous édifier davantage sur les progrès que nous pouvons réaliser sur le terrain, sur les améliorations que nous pouvons apporter sur le terrain pour pouvoir aller vers l'atteinte totale des objectifs. Ce comité technique de coordination de la santé a été un cadre réel de prise de décision pour l'atteinte des objectifs de la refondation de l'État dans le secteur de la santé. Les débats ont été positifs et nos équipes ont appris à se connaître, à partager leur expérience et à montrer qu'elles sont mobilisées pour pouvoir réaliser le mot d'ordre du CNRD et du président de la transition, à savoir la refondation du système de santé et la restauration de la confiance entre la population guinéenne et le système de santé. Pour relever beaucoup de défis du secteur, des documents de normes et des plans types pour les infrastructures et équipements du poste de santé aux hôpitaux sont remis aux directeurs régionaux de la santé. Briser la chaîne de propagation du Covid-19 et améliorer la prévention et le contrôle des infections, ce sont entre autres sujets en débat dans la région forestière. La rencontre est organisée par l'UNICEF et l'OMS. 50 agents de santé venus de Yomou, Gekedou et Zérékouré bénéficient de cette formation. RTD Zérékouré, Bomelamine Diallo, Lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï. Pour mieux prévenir les maladies infectieuses dans la région sanitaire de Zérékouré, CARE International appuie la formation des agents de terrain. Les responsables de santé de Yomo, Gekedou et Zérékouré viennent de bénéficier d'un renforcement de capacité. Les opérations se déroulent en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé. Et cette formation de renforcement des capacités de nos agents va leur permettre à coup sûr de prévenir et non seulement aussi de se protéger, mais protéger les patients qui passent dans leurs mains. Régulièrement confrontée à des épidémies, la région sanitaire de Zérékouré est principal bénéficiaire de ce projet. 50 agents de santé issus de 3 districts sanitaires de la région sont à l'école de la prévention et du contrôle des infections. Nous n'allons jamais nous fatiguer pour soutenir la direction régionale de la santé parce que le district sanitaire ou district régional de Zérékouré, c'est un district qui connaît des épidémies à répétition, d'où la nécessité que nous restons toujours en mode de préparation. Et qui parle de mode de préparation, la formation que vous venez de recevoir, c'est déjà un aspect de préparation. Pour une meilleure exécution des notions apprises, des kits de protection sont offerts aux districts sanitaires. Le financement est assuré par l'UNICEF en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Plan international Guinée vient de boucler son projet de lutte contre l'excision. Ce projet a touché les préfectures de Koya, Kissidougou et Gekedou. Les porteurs de ce projet se sont retrouvés pour faire le bilan des activités et proposer des solutions aux problèmes qui se posent sur le terrain. Tchernos Marialo fait le point. Après 3 ans et 8 mois de mise en œuvre, le projet de lutte contre les mutilations génitales féminines à Koya, Gekedou et Kissidougou prend fin. 10 communes de ces 3 préfectures ont fait l'objet d'intenses campagnes de sensibilisation pour changer les mentalités et préserver l'intégrité des jeunes filles.
Financé par Plan International Allemagne, ce projet a permis de faire reculer la pratique dans ces zones d'intervention et faire comprendre aux communautés les dangers de l'excision. Au démarrage du projet, nous avons comparé les résultats du démarrage du projet à la fin. Aujourd'hui, nous sommes à 82% des filles non excisées dans la zone contre 62% en 2019. Donc voilà un changement de type quantitatif. Mais au point de vue qualitatif, les changements, on peut noter par exemple les déclarations publiques. Le projet avait déjà fait 2 phases de 3 ans à Kissidou et à Guéodou. Donc quand on montre ces résultats, ce n'est pas des résultats de toute la préfecture de Kissidou, ni résultats de toute la préfecture de Guédou, mais les résultats des communes d'intervention du projet à Guédou, Koya et Kissidou. S'appuyant sur des ONG de mise en œuvre, Plan International Guinée a pu convaincre plusieurs exciseuses traditionnelles d'abandonner la pratique et d'entamer des activités génératrices de revenus. Pour les plus récalcitrantes, des audiences foraines ont été d'un grand apport pour rappeler que la pratique de l'excision est contraire aux lois de la République. Souvent, il y a l'ignorance qui s'abat sur nos différentes communautés par endroits. Il y a aussi la considération des coutumes, de nos mœurs et coutumes, qui fait que nos communautés sont un peu plus collées à la pratique de l'excision. Ça n'a aucun avantage pour la jeune fille. Donc le message que je peux donner, de se mettre ensemble, de serrer les coudes pour continuer le combat pour que nos acquis soient pérennes sur le terrain. Après la phase d'exécution du projet, les communautés et les responsables à tous les niveaux sont invités à poursuivre la lutte pour accélérer l'abandon des mutilations génitales féminines à travers tout le pays. Comment redynamiser le système éducatif guinéen? La question a été largement débattue à Conakry entre le ministère de l'enseignement préuniversitaire, des ONG évoluant dans le secteur et des acteurs de la société civile. Depuis la publication des résultats des examens nationaux, vous le savez, plusieurs concertations se sont engagées entre les acteurs du secteur de l'éducation. La démarche vise à fédérer les initiatives. Voici le reportage signé Abdelaziz Baldi. Pendant cette période de grandes vacances, les rencontres se multiplient avec les acteurs du système éducatif guinéen. Après les fondateurs des écoles privées, les parents d'élèves, place aux ONG évoluant dans l'éducation. Le programme s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des partenariats avec tous les acteurs sociaux pour la qualification du système éducatif guinéen. Le premier principe du civisme est de refuser la fraude et la falsification. Nous voulons un Guinéen nouveau qui refuse les bassesses de la malhonnêteté et qui cultive la paix dans la société. Et ce comportement, nos écoles doivent être capables de le communiquer à nos élèves. Les représentants d'ONG, nous souhaitons une bonne collaboration avec chacun d'entre vous. Le défi de l'éducation, du civisme, nous concerne tous. Cela nous amène à formuler quelques plaidoyers à votre endroit, Monsieur le ministre. C'est la mise en place d'un budget d'appui aux ONG dans l'effort de qualifier leur intervention dans le domaine du système éducatif. À 2 mois de la fin des vacances en Guinée, une collaboration franche est engagée. Le département de tutelle est ouvert aux différentes propositions pour une éducation de qualité. Aujourd'hui, l'éducation est confrontée à d'énormes problèmes. Nous ne pouvons pas vous confier tous nos problèmes. Chaque ONG a un objectif bien déterminé, nous le savons. Ensemble, essayons de réfléchir, faisons des propositions pour sortir de cette situation. Nous avons plusieurs textes qui réglementent la situation des écoles. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est ça la bonne question. Depuis la proclamation des résultats de cette année, plusieurs mesures sont annoncées par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. La formation des formateurs, la révision des programmes, la promotion du mérite, entre autres. Je vous le disais en titre, soulager les consommateurs des services de la téléphonie et de l'Internet. La question préoccupe l'autorité de régulation des postes de télécommunications. Un audit dans le secteur a été lancé ce matin à Conakry. L'opération va permettre de mieux savoir sur la tarification appliquée par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet. Un cabinet international a été recruté à cet effet. Mamadou Saliouba. Dans le secteur de la téléphonie et de l'Internet,
Le coût de service est souvent source de plaintes chez les consommateurs. Pour voir clair dans la tarification appliquée par les opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d'accès à Internet, l'autorité de régulation lance l'audit du secteur. Cet audit, ça nous permettra de voir de façon très claire comment nos consommateurs sont facturés, que ce soit sur la durée de la consommation des produits qu'ils achètent ou sur le système de facturation lui-même. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de plaintes, on a beaucoup d'inquiétudes des clients, nous sommes à l'écoute des consommateurs et une de leurs préoccupations, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils sont facturés, surtout sur la partie Internet. L'audit de la facturation des services de la téléphonie et de l'Internet permettra à l'ARPT de mieux réguler le secteur. Pour mener à bien le travail, l'autorité de régulation a confié la mission à un cabinet international. Souvent, on se plaint qu'on achète des unités, on achète du méga, on achète des gigas et puis que ça file à la vitesse de l'éclair. Alors il faut que, quand même, à l'issue de cette mission-là, que les clients, le grand public comprennent le pourquoi de tous ces prix-là et qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Durant 4 mois, les experts en charge de l'audit vont examiner au plus près les tarifs des produits de la téléphonie et de l'Internet. Le résultat est très attendu par les consommateurs et l'ARPT. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes attire l'attention des décideurs sur l'ampleur du phénomène. Un point de presse a été organisé à Conakry pour dresser le bilan des activités réalisées après la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la traite. Un reportage Amadou Touré, Mohamed de Camara. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains, le Comité national de lutte contre le phénomène, à la place d'une activité de réjouissance, organise ce point de presse pour dresser le bilan des activités menées et attirer l'attention de l'État sur l'ampleur du phénomène en Guinée. En 2017, notre pays a été rétrogradé dans le classement du département d'État américain. Et l'un des reproches qu'on a formulés à la Guinée, c'était une faiblesse des sanctions à l'encontre des auteurs de la traite. Et c'est ce que nous avons relevé. Nous avons dit que nous avons besoin du concours des acteurs de la chaîne pénale, depuis l'enquête préliminaire jusqu'au niveau de la décision de justice. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons mobilisé tous les acteurs de la chaîne pénale autour de ce projet de loi que nous sommes en train de partager aujourd'hui avec les acteurs. Une opportunité pour des ONG locales qui accompagnent le gouvernement dans la lutte de faire le bilan de certaines de leurs activités. Elles ont en outre salué quelques avancées en matière de protection des droits des victimes. Dans le cas précis de Koya, on a fait une assistance psychosociale, non seulement, mais aussi une assistance médicale et une assistance hygiénique. On a eu à assister 42 personnes, où il y avait 28 femmes. On a amené 7 femmes à l'hôpital qui avaient besoin vraiment d'une assistance médicale et les 42 ont reçu une assistance alimentaire. Nous venons en appoint à ce comité pour que vraiment nous puissions lutter et que la contribution de la Guinée soit vraiment de marque dans cette lutte. La Journée mondiale de lutte contre la traite vise à mettre un accent sur le rôle de la technologie qui peut entraver mais aussi favoriser la traite des êtres humains. Une démarche soutenue par Expertise France et l'Organisation internationale pour la migration. Dans l'actualité encore, la campagne de reboisement lancée par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, fait du chemin. À Dubrika, une structure locale de la jeune chambre Conakry Élite se lance dans l'aventure. Elle vient d'initier une journée de reboisement pour sauver l'affluent du fleuve Concouré. Gamo Kaba, reportage. Lorsqu'il s'agit de protéger l'écosystème, chaque action compte, si petite soit-elle. Motivés par ce principe citoyen, les membres de la jeune chambre internationale Conakry Élite se sont rendus à Warania, un domaine situé à 7 km de Tanen dans Dubreka. Objectif, c'est joindre à l'initiative présidentielle pour appuyer la restauration des berges de ce cours d'eau en mettant en terre des espèces endémiques comme des plantes fruitières. Vous avez derrière ici, il y a un cours d'eau qui était en difficulté et nous avons jugé nécessaire, à travers le reboisement, que nous pouvons sauver
et ça va non seulement se répercuter sur la communauté d'ici, mais de façon globale dans le monde entier. Et ça pourra nous permettre aussi d'attirer des pluies parce que nous sommes en pleine saison pluvieuse, mais nous avons des difficultés d'avoir des pluies. Ça fait aujourd'hui, nous sommes à notre 4e jour. Jusqu'à présent, on ne voit pas de pluie et c'est vraiment très dommage pendant cette période. Les mains dans la terre, la plateforme concrétise l'une de ses promesses. Une campagne de reboisement pour permettre à cette zone de mieux jouer son rôle d'espace vert et restaurer les forêts pour répondre aux besoins de la communauté. Il faut rappeler que c'est un projet transversal parce que à côté de ce programme de reboisement, nous avons les programmes de formation en entrepreneuriat au bénéfice des jeunes qui sont là pour freiner, si tu veux, un peu l'exode rural. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Si vous regardez seulement l'environnement, vous comprendrez que l'entrepreneuriat agricole est encore à sa place dans ce milieu. Donc il faut partager les expériences, il faut renforcer les capacités pour que les gens aient les outils nécessaires, non seulement pour veiller sur les arbres fruitiers et non fruitiers que nous avons mis sur la terre, pour qu'ils puissent y veiller. Le projet est alimenté par des campagnes de sensibilisation pour atteindre plus de participants. Il se propose de changer les mentalités sur l'importance du reboisement afin de montrer au grand public l'utilité d'un arbre et l'obligation de le préserver pour bénéficier de ses vertus de façon durable. Merci Yamokaba, c'est une action à encourager. Amadiana, le nouveau commandant du bataillon d'infanterie, vient de faire une tournée le long de la frontière guinéo-malienne. Le colonel Mamadi Kondé est allé s'inquérir des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité en service dans la région. Sur le terrain, la collaboration entre les citoyens et les services de sécurité est appréciée. RTG Kankan et Jeanne Dounamo, Fodé Bengali Fofana, FBF. La toute première priorité de nos forces de défense et de sécurité est et demeure la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Et qui parle de l'intégrité territoriale parle forcément des frontières, la défense des personnes et de leurs biens. L'armée guinéenne évolue dans cette dynamique et c'est dans ce cadre que cette patrouille de longue portée est déployée le long des frontières guinéo-maliennes et guinéo-ivoiriennes. De Balandougouba à Limbana, en passant par Niani, Nyantanina jusqu'à Dalakan, le colonel Mamadi Kondé a apprécié les réalités sur le terrain. Nous avons pris connaissance des réalités vivantes sur le terrain. Nous avons vu les conditions dans lesquelles les militaires, les forces de défense et de sécurité vivent. Nous avons vu également les relations qui les lient à la population civile. Et très sincèrement, c'est une satisfaction réelle, il faut le reconnaître. Parce que quand l'armée est en bon terme avec sa population, qu'elle a la charge de défendre, de protéger, c'est déjà un gain. Pour le colonel Mamadi Kondé, la sécurité de nos frontières ne se limite pas seulement à la sécurité physique des personnes, il y a aussi ce qu'on appelle la sécurité environnementale. Cette sécurité environnementale du fleuve Sankarani est aujourd'hui sérieusement menacée. Menacée par la présence des Guinéens et Maliens qui se sont lancés sur ce fleuve avec des dragues à la recherche de l'or. Nous avons trouvé par endroits que le fleuve Sankarani qui fait limite entre nous et le Mali, qui appartient à la Guinée, est vraiment menacé par les dragues. Chose qui trouble, qui piétine les animaux qui vivent dans nos eaux, qui crée ce qu'on appelle l'ensablement et provoque la sécheresse. C'est ce qui a déploré. Le long de cette frontière guinéo-malienne, du côté d'Alakan et Limbana, il n'est pas rare de voir éclater des conflits entre Guinéens et Maliens sur des lopins de terre, soit cultivables ou d'orpaillage. Les populations frontalières restent préoccupées par la question de matérialisation de la frontière qu'elles n'ont pas manqué de signifier au colonel Mamadi Kondé. La prochaine étape de cette tournée sera le long de la frontière guinéo-ivoirienne. Culture, un jeune artiste sculpteur se fait du schéma. Vous allez le voir, Sidikba Sidimé a honoré la Guinée à l'international. Il vient de décrocher 4 prix au concours des meilleurs sculpteurs à Dakar et à Saint-Pétersbourg en Russie. Ce jeune, pétri de talent, évolue à Kaloum au centre d'exposition des œuvres d'art. Notre reporter, Sam Martin, est allé à la découverte de cet enfant prodige. Images et commentaires, regardez. Sidikiba Sinimé est un jeune artiste sculpteur.
Depuis son enfance, il a aimé ce métier. Il est aussitôt encadré par ses frères et ses oncles. Eux qui s'étaient déjà fait une idée de lui, c'est lui qui allait porter le flambeau de leur héritage, la sculpture. Très vite après sa réussite au baccalauréat unique, Sidimé est orienté à l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka. Dès lors, il ambitionne de professionnaliser ce métier. Il est ainsi le premier diplômé en sculpture de la famille Sidimé qui pratique pourtant ce métier des décennies. Les mains au contact du bois, guidées par un esprit imaginatif, donnent forme à la matière. Ici sont fabriquées les œuvres d'art. Un véritable génie créateur qui vient de remporter 4 prix dans la sous-région et à l'international en Russie, à Saint-Pétersbourg, où 7 pays pour 15 participants ont compéti. C'était du 10 au 29 juillet dernier. À Dakar, tout le monde a eu ce diplôme. Après, j'ai eu ce diplôme d'honneur pour représenter l'Afrique en sculpture monumentale à Saint-Pétersbourg 2022. À Saint-Pétersbourg aussi, j'ai aussi bénéficié de 2 prix dans ce diplôme. Et ça, c'est le diplôme de l'école des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. L'école qui existe depuis 1957, j'ai reçu ce diplôme. Et je suis le premier Guinéen à avoir obtenu un diplôme dans cet institut. Il présente ses différents prix à ses oncles, frères et encadreurs. Tous saluent la bravoure de leur apprenti, devenu aujourd'hui leur ambassadeur. Aujourd'hui, on est content. Notre oncle qui nous apprend, c'était Sidimé Bandia. C'est grâce à lui, nous aussi, on apprend les enfants. Qui nous fait plaisir, c'est un honneur pour la famille Sidimé. On a beaucoup de sculpteurs. C'est lui, il peut nous représenter partout. Sidikiba Sidimé, la trentaine, nourrit l'ambition de voir le centre accueillir de nombreux jeunes à la quête du savoir dans ce domaine, peu fréquentés par les apprenants. Seulement, les défis se posent à l'exercice du métier. Condé Amara est également un artiste sculpteur. Il parle de certains facteurs qui menacent leur métier. Le principal étant le manque d'espace approprié et d'appui technique pour leur épanouissement et la joie des visiteurs. Je suis à l'aise avec le recouvrement des patrimoines bâtis et non bâtis. Je crois qu'on est dans les idées du CNRD. Ils peuvent nous trouver l'espace valable pour que les artisans guinéens peuvent entre nous compétir sur le plan national, mais aussi sur le plan international. La famille Sidimé, en tant que détentrice du savoir-faire en sculpture, et l'ensemble des travailleurs caressent l'espoir de bénéficier de l'attention et de l'appui des autorités pour leur permettre d'avoir un local plus grand et moderne. Oui, l'artiste sculpteur Sidikiba Sidimé, mes sincères félicitations et très bon courage. Sport Foot, un match de gala vient de se tenir au stade Fodé Fissa de Kindia. L'événement mobilisé a donc opposé les anciennes gloires de Sili National à l'équipe A de l'Académie Sili. Score final 1-0 en faveur des anciennes gloires. Fatoumata Matiza Souma ne fait le point. Avant le grand gala de cette journée, les joueurs ressortissants de Kenya étaient opposés aux seniors de l'Académie Sili en couleur cendre enlevée de rideau. Après un temps bien défini, les deux protagonistes se quittent sur le score d'un but partout. Dans la deuxième rencontre, les anciennes gloires du Sili national étaient opposées à l'équipe senior de l'Académie Sili. Au terme du temps réglementaire, les coéquipiers de Pascal Fendino s'en sortent victorieux. 1-0, c'est le score final. C'est une bonne chose. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont besoin d'expérience. Et nous, on est là, on a joué contre eux. On leur a montré que tout n'est pas fini. Organisée par Dr Moussa Silla, natif de Molota, cette cérémonie a été rehaussée par plusieurs personnalités de la Cité des Agrumes pour conférer à l'événement tout son éclat particulier. Vu que les anciennes gloires du Sili ont décidé de venir nous honorer, nous rendre visite, donc j'ai décidé d'en faire un match de gala aussi pour les faire plaisir aussi. Les faire plaisir, mais aussi faire plaisir à nos académiciens et à la population de Kindia. Si vous voyez tout ce monde aujourd'hui réuni,
C'est ce qui manque le plus souvent à Kindia. Et que si on a de telles personnes qui font à chaque fois des organisations pareilles, c'est bon, ça peut éviter la jeunesse de faire beaucoup de bavures. Cette deuxième édition de gala de football qui a réuni les anciennes gloires du Sili national de Guinée a été sanctionnée par la prestation des vedettes et des comédiens à l'espace Grand Sili de Kindia. Et puis ce message qui vient de nous parvenir en nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, informe les membres du gouvernement, le peuple de Guinée, ainsi que tous les artistes et hommes de culture que la dépouille de feu Mamadou Aliou Bari, alias Maître Bari, arrivera à Conakry le mardi 2 août 2022 à 20h30 par le vol Air France. La levée du corps aura lieu le mercredi 3 août 2022 à 9h30 à l'hôpital d'Ignasdi. Un symposium sera organisé sous l'égide du gouvernement au chapiteau Baye Issa à partir de 10h. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat s'est compté sur la mobilisation massive de tous les artistes et acteurs culturels pour rendre un vibrant hommage à l'illustre disparu. Paix à l'âme de Maître Bari. Monsieur le ministre Mohamed Alpha Souma, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.